que c'est bien effectivement que le discours de la Première ministre puisse être nourri d'exemples de ce type. Peut-être parce que ça fonctionne bien aussi dans un discours, c'est qu'elle puisse dire que nous sommes aujourd'hui hors la loi. C'est un discours devant l'Assemblée constituante. Il faut qu'elle puisse apparaître comme pacifiée par rapport à ces questions. Et qu'elle ait un discours aussi émancipateur. Ce qu'elle doit prôner, c'est un discours d'émancipation et de fin de la ghettoisation. Je pense qu'on peut aussi utiliser des termes et ce registre lexical. Dire que les personnes handicapées, elles sont séparées du reste de la société. D'ailleurs, les voir dans des positions de pouvoir, ça paraît tout à fait exceptionnel. Elle doit réussir à sortir d'un cas spécifique pour monter en généralité. Bonjour Madame la Première ministre. Bonjour. Maintenant que tu es Premier ministre, le discours militant, il faut qu'il soit traduit en des termes un peu plus profanes, pour que tout le monde puisse le comprendre et que, toi tu prennes la mesure de ton rôle de Première ministre. Maintenant, tu es la Première ministre de tous les Français. Et c'est ça l'enjeu. Ce que je te propose pour le discours aussi, c'est qu'on puisse prendre un petit temps avant pour le voir ensemble, peut-être pour le répéter, pour voir comment tu te l'appropries, parce qu'il est important. Merci. Monsieur d'Argenbourg est arrivé. Ouais, on te laisse le voir seul. Oui, bon. Ça va. Merci. Et du coup, j'ai souhaité vous voir parce qu'on a beaucoup de départs de personnes handicapées vers la Belgique. Et du coup, je voulais voir avec vous qu'est-ce que vous aviez fait. Alors c'est là que c'est un petit peu compliqué, c'est-à-dire qu'en parallèle, on a débloqué une enveloppe de 20 millions d'euros pour mettre en place des dispositifs d'accompagnement de ces personnes en situation de handicap, notamment dans les 3 régions qui sont principalement concernées par ces exils, à savoir l'Île-de-France, les Hauts-de-France et le Grand Est. Le fait est, c'est qu'on n'a pas réussi à dépenser ces 20 millions d'euros parce qu'il faut identifier des lieux, il faut assurer la formation du personnel, des professionnels. Mais là, vous parlez à nouveau d'institutions. Absolument. Oui, d'accord. Donc c'est là qu'on ne va pas tomber d'accord, puisque nous, notre politique vise à fermer les institutions et à proposer dès lors à ces familles l'application pure et simple de leurs droits, à savoir des aides humaines, techniques, selon leur choix. Donc ça, je vois que c'est quelque chose qui n'a pas du tout été imaginé, évoqué. L'idée, c'était plutôt d'essayer de faire face à une situation d'urgence, sachant que pour le reste, pour le développement de cette nouvelle approche que je vois que vous défendez et que je partage. Elle n'est pas si nouvelle, hein, c'est déjà dans la loi de 2005. D'accord, mais en tout cas, vous avez une idée de la difficulté pour changer les dynamiques et les méthodes de travail. Oui, c'est tout l'enjeu de la politique que je vais essayer de mettre en œuvre. Je vais voir ça avec mes conseillers et puis à l'occasion, je referai appel à vous pour d'autres informations. Eh bien, écoutez, je me tiens à votre disposition. Merci beaucoup. Merci à vous, Madame la Première ministre. Si on résume un peu, pour que le porte-parole du gouvernement ait quelques billes sur les termes qu'il doit employer, puisque c'est un peu ce qu'il nous demande et qui est l'objet de son rendez-vous, les ESAT, la situation n'est pas satisfaisante. Non. Elle est scandaleuse. Moi, je crois qu'elle est scandaleuse. Il faut qu'il utilise ces termes, à votre avis ? Oui, elle est scandaleuse. Non, mais attendez, c'est des gens, ils travaillent 35 heures par semaine, ils font des emplois d'ouvriers spécialisés, ils sous-traitent pour des entreprises. Ils ont un revenu qui est parfois 15% du SMIC, complété par la hache, mais ça excède jamais. Et ils n'ont aucun droit du travail. Donc, ils n'ont pas le droit de syndiquer, pas le droit de grève. Ils n'ont pas le droit d'attaquer leur employeur en prud'homme parce qu'ils sont usagers de l'établissement. La ségrégation, elle est vraiment aussi dans l'ordinaire du travail, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de ticket restaurant. Et comme les ESAT ont été créés pour faire l'aménagement du territoire, ils sont hyper isolés. Donc ça veut dire qu'ils mettent un temps pas possible. C'est des gens, des fois, qui ont des pathologies qui rendent la vie compliquée. Ils se lèvent à 6h du matin pour prendre un car parce qu'ils vont... Vous voyez, ils font 40 km, etc. Et en plus, ça passe pour de l'action sociale. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de l'exploitation.
Là, tu vas avoir une conseillère en communication pour t'aider à préparer une réponse et probablement une interview d'un journaliste en direct dans quelques jours. En fait, il demande quels sont les projets du gouvernement par rapport aux Ulysse et une pétition qui est en train de tourner pour soutenir les Ulysse en disant que c'est un bon dispositif. Et les journalistes commencent à embarquer. Non, les Ulysse, c'est clairement pas adapté. Enfin, c'est encore une forme de ségrégation. Rendez-vous avec la ministre. Ouais. Je te laisse. C'est la priorité. Allez, au revoir. Oui, bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Bonjour. Bonjour Madame. Bonjour. Merci de me recevoir. J'avais un point à voir avec vous dans l'urgence au sujet de votre intervention demain dans l'émission Parlons-en, donc qui est en direct. Ça s'est passé comment ? Ça a été, on va imaginer présenter lors de l'émission de demain des alternatives qu'on imagine. On peut venir le porte-parole ? Ouais. Très bien, j'arrive. Merci. Travail ordinaire. Bonjour. Bonjour. Pour revenir au livre de Thibaut Petit, parce que c'est un livre assez sulfureux qui peut soulever beaucoup de questions, quelle est notre position par rapport à ça ? Est-ce qu'on soutient cette enquête ? Ah oui, totalement. On Ouais, attendait cette enquête. Cette démarche est très importante et fait date dans ce domaine. Ben, en fait, c'est la seule enquête. Parce que le problème, c'est qu'on n'interroge jamais les personnes. En fait. Dès lors qu'il y a des institutions de personnes handicapées, ils n'interrogent que l'encadrement. Donc là, en fait, c'est une enquête qui a duré 6 ans, où vraiment Thibaut Petit a aussi enquêté en fait, auprès de gens handicapés en dehors de l'encadrement. En fait. Et surtout, il a pénétré dans les lieux de travail. Et comme les directeurs des AT sont toujours... comme ils sont sûrs tout le temps de passer pour des employeurs charitables, ils lui ont dit mais de façon très décomplexée, ce qu'ils pensaient. C'est pour cela que quand vous dites c'est sulfureux, c'est pas l'enquête qui est sulfureuse, c'est la situation qui est scandaleuse. C'est pas une enquête de partisans ou de militants. C'est un travail journalistique Qui est représentatif de la situation actuelle. qui a l'air assez représentatif de la situation actuelle. En fait, les arguments là, que donnent les cadres de ces ESAT, c'est les arguments du patronat au 19e siècle. C'est-à-dire, on paye moins les femmes, oui, parce qu'elles ont des petits doigts. Réfléchir à cette question, ça permet aussi de réfléchir, à mon avis, au monde du travail en général et pour tout le monde. Est-ce qu'on veut des cadences, des injonctions à la productivité qui produisent des souffrances et des burn-out ? Ou est-ce qu'on veut peut-être un monde du travail plus humanisé, où les personnes handicapées auraient leur place, mais où finalement où toutes les personnes auraient leur place sans développer des maladies professionnelles ou des maladies ou des burn-out dans tous les sens. Enfin, moi, je trouve que c'est une question... Et au final, à un moment, il va falloir dire que quand les gens achètent Made in France et pas cher, c'est fait par des handicapés payés à 10% du SMIC. C'est ce qu'il faut leur dire. Très bien. Madame la Première ministre, merci. En fait, ça nous concerne toutes et tous, parce que ça parle du travail, parce que ça parle du lien social, parce que ça parle du soin, du vieillissement, parce que ça parle de la démocratie, et que aborder la question de la désinstitutionnalisation, c'est aborder des questions de la vie ordinaire, tu vois, tirer le... Un membre de l'opposition a été interviewé hier soir sur le projet de gouvernement. Il a prétendu que ce dernier courait à la catastrophe en accordant les pleins pouvoirs à une première ministre incompétente et prenant ses rêves pour des réalités. Les handicapés, ils n'ont pas des projets, ils ont des rêves. En général, c'est ding. Ceci conduira inévitablement à détruire 50 ans de lutte et de savoir-faire. Qu'est-ce qu'il faut pas... Wow.
pour ne laisser qu'un champ de ruines de professionnels humiliés, déprimés et sans emploi. J'aime bien la mesure de ces gens. Toujours selon cette interview, la Première ministre ne serait pas assez à l'écoute des parents. Instrumentalisation des parents. Le conseiller cherche 3 à 5 points de réponse essentiels qui devront être apportés lors d'un droit de réponse. Oui. Bonjour. Bonjour, Madame la Première ministre. Bonjour. Monsieur, Madame, bonjour. Ce que je vous propose, c'est de voir comment on peut répondre de façon synthétique. Vous avez une visite demain au Salon de l'Aéronautique. Il est possible qu'un journaliste vous parle de cette attaque, puisque c'est l'actualité, et de voir ce que vous pouvez répondre sans être ni dans la fuite, ni dans l'agressivité, ni dans la passivité, mais de répondre le plus synthétiquement possible et le plus clairement possible à ces attaques. Je pense qu'il faut qu'on rappelle qu'on ne laissera pas les professionnels sur le carreau, au contraire. Alors, première chose, effectivement, par rapport aux professionnels, ça c'est important. Donc les professionnels seront formés pour ce changement qu'on va mettre en œuvre, changement d'une approche institutionnalisée vers une approche de vie autonome et donc individualisée. Moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, c'est un discours qui est entendable par les personnes qui sont déjà sensibilisées à la thématique. Je ne suis pas certaine que pour la plupart des personnes, ça soit parlant. Oui. Ça fait beaucoup de mots d'une approche individualisée, ça reste abstrait. Comment est-ce qu'on pourrait avoir un discours peut-être plus impactant, peut-être plus ferme, et qui puisse être accessible à tout le monde, qu'on puisse comprendre de quoi on parle et que ça ne reste pas que dans le milieu aussi j'entends. du handicap. Très bien. Donc avoir un exemple concret. On peut imaginer l'histoire d'une personne handicapée qui est rentrée en institution très jeune par un IME, le parcours classique, puis un foyer de vie. Et à cette personne qui actuellement, on ne propose pas d'autre chose que de l'occupationnel, là, on lui proposera de décider où elle habite, de décider des personnes qui vont l'aider dans son quotidien et finalement, au final, de mener sa vie. Pour répondre à l'attaque, justement, d'incompétentes prenant ses rêves pour des réalités, je pense que c'est important, sans répondre dans l'émotionnel et sans répondre à ces attaques, de pouvoir vous réaffirmer votre volonté. Et ça passe par le « je ». Ça va passer par du vocabulaire « j'ai à cœur »,« je tiens »,« je vais ». Je pense que c'est important que vous puissiez vous approprier ce discours en passant par la première personne. Très bien. Maintenant, on va revenir sur le volet des professionnels. Effectivement, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que c'est ça l'argument. On a mis en place pendant 50 ans des institutions. Qu'est-ce qu'on fait de tout ce savoir-faire, de ces méthodes, de ces professionnels ? On en a besoin. Mais donc, ils vont être redéployés, peut-être même auprès des mêmes gens qui s'occupaient en établissement. Ils vont pouvoir continuer à les accompagner, mais cette fois-ci dans leur vie autonome, dans leur choix de vie. Et du coup, c'est un changement dans leur profession. Mais est-ce qu'eux seront d'accord ? Parce que c'est ça, ils vont être redéployés. Mais est-ce qu'eux-mêmes vont être acteurs de ce changement ? Est-ce qu'eux-mêmes, il faut remporter aussi leur adhésion ? C'est-à-dire que... Ça, effectivement, on l'a évoqué avec Madame la Première ministre, c'est qu'il faut montrer qu'elle est à l'écoute. Et c'est les professionnels qui, avec les bénéficiaires, vont réécrire cette nouvelle politique publique. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que la politique publique telle qu'elle se déployait avant ne fonctionne pas, elle a plein de travers, et que maintenant, ce que la Première ministre propose, c'est de pouvoir écrire un chantier participatif sur ces questions et qui retourne ces questions, en fait, qui retourne ces questions. Mais il faut bien montrer que c'est pas contre les professionnels. C'est pas contre, c'est avec eux. Mais c'est avec. Par rapport aussi, là, on est sur le contenu, mais de ces parents aussi qui peuvent s'inquiéter et qui sont soulagés aussi d'avoir leurs enfants, par exemple, en institution. Et y compris pour des enfants, on peut avoir des aidants professionnels pour faire des tâches qui ne sont pas... Parce qu'en France, on n'imagine pas encore qu'au sein d'une famille, avec un enfant handicapé, on puisse avoir accès à de l'aide professionnelle. Actuellement, je ne sais pas, il y a une forme de dogme, probablement venu du catholicisme, qui dit que c'est la famille qui doit prendre la charge. Mais tu sais, c'est la même réflexion sur les politiques jeunesse. C'est qu'il n'y a pas de politique publique de la jeunesse en France parce qu'on considère en fait que les enfants sont à la charge
des parents. Donc c'est pas à l'État de s'en occuper. Il faut absolument qu'on change cette idée totalement fausse et qu'on dise que là, c'est une personne qui a des besoins et que l'État est là pour répondre à ses besoins. Parce que nous, on veut un État fort. Alors les arguments, vous les avez, le contenu, il est là. Et l'exemple de la Suède pour rassurer les parents, qui fait ça depuis 25 ans, qui a fermé toutes ces institutions. Oui. Bon, il y a des exemples concrets de Magnus, qui est polyhandicapé, qui ne peut bouger que le petit doigt, qui a été mis plus jeune en institution par sa maman, qui l'a sorti de là, voyant qu'il avait perdu le sourire. Elle l'a sorti de là, elle a fait des pieds et des mains, elle a été à l'origine aussi de constitution de ces aides humaines en Suède. Et maintenant, il vit chez lui, il adore le jazz. Qui lui aurait demandé s'il adorait le jazz en institution? Personne. L'accent doit être mis sur le fait que maintenant, les personnes handicapées, donc les personnes concernées par cette politique, seront au cœur de cette politique. Et ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Il parlait de 50 ans. Ça fait 50 ans qu'on ne nous écoute pas. Et là, on va enfin nous écouter. Et les professionnels, je pense qu'ils sont suffisamment intelligents pour voir que c'est ce qu'il faut faire. Surtout que on fait un travail sur l'équipe. C'est vrai que c'est partir d'un parcours de vie. La désinstitutionnalisation, c'est aborder la question des travailleurs du soin et du lien qui accompagnent les personnes handicapées. La désinstitutionnalisation, c'est aborder la question des femmes précarisées qui occupent ces emplois. La désinstitutionnalisation... Excusez-moi, je vous dérange 2 minutes. Pardon, excusez-moi. J'ai juste besoin de votre avis sur le Téléthon. En fait, ce soir, j'ai un plateau sur France 2. Ah oui, et le fameux Téléthon. Voilà, je vais rencontrer un des responsables de France Télévisions. Ça fait des semaines qu'il me harcèle sur notre position sur le Téléthon. La position de la Première ministre est assez simple, c'est qu'elle veut arrêter le Téléthon. En tout cas, elle trouve que cette forme d'émission est dévalorisante et que c'est, je prends tes mots, Cécile, je crois, un show caricatural qui ne sert pas la cause. C'est 24 heures de télévision, donc ça veut dire que c'est une grande partie de représentation télévisée des personnes handicapées qui sont présentées comme des victimes malheureuses qu'il faudrait guérir. Bien sûr. Ok. Très bien, merci. Je dois aller en plateau. Société du spectacle. Eh oui. On est au fond de la cave. Très bien, merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée à vous aussi. Merci. J'ai croisé Madame la conseillère. Il y a une demande de participation à l'émission de Cédric Mazouz, le grand talk show. Là. Okay. La question, c'est est-ce que quelqu'un d'entre nous y va? En fait, il y a plusieurs sujets. C'est est-ce que c'est le rôle du politique d'aller dans ce type d'émission? La question, c'est est-ce que on peut se permettre de laisser ce maire de Grenoble déblatérer tous ses arguments, dire tout plein de choses sur nous, alors que on aurait pu être là à répondre. C'est piégé. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais de toute façon, ce genre d'émission, c'est complètement piégé. Donc, c'est ce que je lui ai dit. Moi, je ne suis pas partisane de... Il y a plus de coups à prendre, en fait, que de... Mais c'est aussi quand même l'occasion de parler à un large public, dont des jeunes, dont des personnes handicapées. Madame la Première ministre. Bonjour. Merci de m'accorder cet entretien. Je voulais vous parler d'un sujet. Vous avez sans doute vu la vidéo qu'a publiée Franck Rollin. Tout à fait. Sur sa chaîne YouTube. Donc il est vraiment contre le système d'employeurs particuliers. Il parle d'ubérisation de l'aide à la personne. Il faut qu'on puisse envoyer quelqu'un peut-être en situation de handicap. Je partage ce point de vue. Je pense qu'il faut faire de l'aïkido. C'est-à-dire qu'il faut utiliser les méthodes de l'autre et les retourner. Pas aller à la boxe, surtout pas. Ça, je pense que c'est le risque. Mais faire de l'aïkido. Et comment on fait de l'aïkido? C'est qu'on utilise la force de l'autre et on va la retourner aussi. En tout état de cause, à aucun moment on a souhaité, on ne souhaite une ubérisation de cette profession. Au contraire,
on veut à la fois un virage social, c'est-à-dire une reconnaissance de ces métiers qui s'accompagnera avec une reconnaissance des droits des personnes handicapées. C'est pas antinomique, c'est pas opposable. Merci Madame la Première ministre. C'est bon. Merci. Est-ce qu'on peut vous laisser nous faire quelques propositions parce que la Première ministre va devoir faire un discours dans quelques instants, il faut qu'on puisse le... Il nous reste un petit quart d'heure. Ok, Est-ce que tu veux le lire? Est-ce que tu veux que je te le lise et qu'on fasse encore quelques... je vais venir à côté de toi. Ouais, Mais parce que je pense que c'est bien aussi quand on le voit, Ouais, pas seulement quand on tout l'entend. à fait. Ou je veux me déplacer un petit peu. Non, ça va. Ah. Je vais faire un petit tour par là. J'ai fait... Et revenu. Attention, ouais, il y a le fil. C'est passé ou pas? Non, non. Je suis en train d'arracher tout. Attends, je vais lever ta roue parce qu'en fait, si elle... Hop, c'est bon. Désolée. Voilà. Bon, c'est un discours assez court, hein, donc on essaie de condenser un peu. Oui, oui. Mesdames, Messieurs les membres de l'Assemblée constituante, il est symbolique qu'un des premiers sujets que vous abordiez dans le cadre de votre Assemblée soit celui de la désinstitutionnalisation. Ce terme, qui peut paraître à certains égards barbare ou technique, nous concerne toutes et tous. Il concerne en premier lieu les personnes en situation de handicap, 10% des Françaises et des Français. Leur autonomie, leurs droits et la façon dont leur existence est aujourd'hui confisquée. Souhaitons-nous poursuivre ce système de ségrégation sociale qui enferme, exclut et invisibilise? À l'heure où les luttes sociales se multiplient, il est plus que nécessaire d'entendre les voix de nos concitoyennes et de nos concitoyens. C'est votre rôle de constituante. En novembre 2021, un rapport de l'ONU nous montre du doigt. Je cite, « Les politiques publiques en France sont basées sur une approche paternaliste du handicap qui fait perdurer l'institutionnalisation systématique et qui nie le droit des personnes à une reconnaissance égale devant la loi. En tant que Première ministre, je n'accepterai pas que nous puissions accuser un tel retard. Je ne saurais être comptable de l'inaction de nos prédécesseurs. La désinstitutionnalisation, c'est aborder la vie autonome des personnes handicapées, mais pas seulement. La désinstitutionnalisation, c'est aborder la question des femmes précarisées qui occupent ces emplois difficiles. La désinstitutionnalisation, c'est aborder la question de la démocratie, la façon dont nous prenons des décisions qui nous affectent. La désinstitutionnalisation, c'est aborder aussi la question de l'accès aux droits et aux soins. Vous le verrez dans vos travaux, la désinstitutionnalisation, c'est avant tout une question de justice sociale. Je vous invite à vous saisir de ce sujet, à bras-le-corps, à l'amender, à l'approfondir. Votre action sera essentielle parce qu'elle concerne le quotidien, la vie ordinaire. Comme ça, c'est bien aussi de dire que, en fait, tu ne demandes pas quelque chose d'exceptionnel. Tu demandes en fait la vie ordinaire. Je vous remercie et vous annonce d'ores et déjà que je demanderai prochainement au président de la République d'entamer un travail de réparation et d'excuse publique. Est-ce que ça te va comme forme? Très bien. Je pense que je te laisse le relire. Alors, vie autonome, à plusieurs reprises, je me suis dit que ça ne parlait pas. Le mot autonome est très mal connoté. On a l'impression que les gens doivent faire tout par eux-mêmes. Ah oui. Alors du coup, je sais pas, j'ai lu un truc là. J'ai vu que ça passait mieux pour autodéterminer. Il s'agit, on peut mettre ça. Il s'agit de parler d'autonomie. Il s'agit de donner la possibilité de permettre plutôt. Il s'agit de permettre la vie autonome, la vie autodéterminée. C'est pas grave si je répète. Non, très bien. Ouais. La vie autonome, la vie autodéterminée. C'est-à-dire de pouvoir mener la vie qu'on a choisie avec l'aide dont on a besoin.